Samuel Gaillard, bonjour. Bonjour Rodolphe. Merci à toi de nous accorder un petit entretien. Donc, tu es avocat en droit social, tu publies régulièrement sur Miroir Social et tu as publié lundi ce que t'inspirait le décret du 2 mai, hein, et tu as titré sur le Mhm. côté surréaliste et irréaliste, hein, des délais qui viennent encadrer un peu les processus d'information-consultation du moment. Et donc, je te laisse commencer par ça, hein. Voilà, alors on s'attendait, enfin ça fait depuis plusieurs jours qu'on attendait ces fameux décrets, puisque ces décrets étaient annoncés par la loi, c'est la loi d'urgence déjà depuis le 23 mars, puisqu'il s'agissait de modifier les délais de consultation pour faire face aux conséquences économiques et sociales pour les entreprises de l'épidémie de Covid actuelle. Et voilà, donc ces délais sont tombés et le moins que l'on puisse dire, c'est que la chute, enfin, ça a saisi tout le monde, tous les interlocuteurs, enfin, tous les juristes, les syndicalistes, etc. Puisque les délais sont extrêmement courts en matière de consultation. On passe pour un délai de consultation standard du CSE, on passe de 1 mois à 8 jours. Et si on a une expertise qui est mise en place dans le cadre d'un projet important, on passe de 2 mois à 11 jours. Donc, sachant que ces délais, il faut prendre en considération le fait que ça ne court pas à compter de la réunion, mais à compter de la remise de l'information. De facto, on se retrouve avec des délais qui sont extrêmement courts, qui sont de l'ordre de 6 à 8 jours. Donc, c'est extrêmement court et enfin, ça n'a rien à voir avec la pratique actuelle. Et ça coupe court, selon toi, à toute possibilité de nourrir un échange entre les représentants du personnel et la direction. Là, ça augure de quoi, ce genre de C'est-à-dire délai? que les textes enfin, la rédaction des textes est extrêmement large. Donc, ça couvre aussi bien l'aspect santé, c'est-à-dire les consultations qui sont actuellement en train d'être faites pour le redémarrage, hein, sachant qu'il y en a quand même pas mal qui ont déjà des travaux qui sont en cours depuis pas mal de temps maintenant, mais ça concerne aussi bien l'aspect euh, hygiène santé que l'aspect économique. Ces délais raccourcis mélangent les deux. Donc, on aurait pu avoir une vision une réflexion un peu plus approfondie entre l'aspect santé-sécurité qui est actuellement qui sont actuellement tous les échanges ont lieu, ils portent là-dessus dans les différents CSE. Puis l'aspect économique qui, à mon avis, va démarrer bientôt dans les prochaines semaines. Et on a une sorte de mélange et on perd dans ce cas-là, et on perd le rôle du CSE. Qu'est-ce que le CSE? C'est-à-dire qu'on a le CSE, il faut rappeler ce que c'est que le CSE. Le CSE, c'est une institution démocratique qui trouve son rôle, son fondement, son origine dans l'article 8 du préambule de 1946. C'est un moyen pour les salariés de participer au fonctionnement de l'entreprise. Et je dirais les termes, c'est la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion de l'entreprise. Donc il y a à la fois ce double aspect conditions de travail et cet aspect gestion d'entreprise. C'est un droit constitutionnel, donc ce n'est pas rien. Et cet article 8 est extrêmement bien rédigé puisqu'on parle de participation. Alors pour participer, il faut qu'il y ait un dialogue, donc il faut prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'échanger. Et alors effectivement, là on est dans une situation d'urgence, hein, on est d'accord. Il y a des décisions qui doivent être prises très rapidement. Il y a une épidémie, il y a une urgence économique, il y a le feu dans la maison, etc. Donc il faut aller très très vite. Et dans le même temps, comme dirait notre cher président, dans le même temps, ce n'est pas pour autant qu'il faut supprimer cette participation, parce que c'est extrêmement important, au contraire. C'est-à-dire que si on va voir, ce sont des mesures qui sont dures, hein, qui sont vécues, le fait de travailler chez soi, certains le vivent très bien, d'autres le vivent plus mal. Donc il y a vraiment un dialogue qui devrait être favorisé. Et on a le 1er mai, président qui nous parle de l'esprit du 1er mai, des 1er mai chamailleurs. Et puis le 2 mai, blanc, on a ce décret qui tombe, et qui est extrêmement rude et qui est presque comme si
les représentants du personnel étaient, étaient des bloqueurs, des empêcheurs de tourner en rond. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu envisager d'autres modalités. Je me permets d'intervenir là-dessus. Oui, Là, d'autres modalités, tu avais publié dans ton billet de lundi, tu expliques dans oui, quelle mesure il y aurait eu la possibilité de mettre en place ce qui a été mis en place pour le chômage partiel, sur l'information de consultation sur le chômage partiel. Pourquoi ça n'a pas oui. été mis en place? Tu peux nous rappeler ce qui a été mis en place, dans quelle mesure ça aurait eu son sens aussi, là, potentiellement? Bah, le chômage partiel, par exemple, hein, c'était une discussion qu'on avait eue, je me rappelle, quasiment dès le début, lorsque le confinement avait eu lieu. Et ce que j'ai indiqué, c'est enfin, l'échange qu'on avait eu, et je pense que c'est un peu moins vrai maintenant, mais l'esprit doit rester le même, c'est-à-dire qu'on a une situation d'urgence. Donc évidemment, on ne peut pas tout bloquer pendant un mois ou 2 mois le temps que le CSE soit consulté. Donc il faut faire preuve d'une certaine imagination, d'une certaine ouverture d'esprit et considérer que dans certaines circonstances, effectivement, dans une question de bonne foi, moyennant une transparence totale de l'information, des coups de téléphone aux secrétaires du CSE, aux principaux DS, etc., devait permettre à l'employeur de prendre des situations urgentes qui nécessitaient, et puis après faire une consultation ultérieure, quitte à amender le projet initial. Et par exemple, c'était un peu dans cet esprit-là que le gouvernement avait autorisé l'employeur à déposer tout de suite une demande de chômage partiel, sans consulter de manière formelle, procédure très lourde, etc., puisque là, on est en urgence. Mais en revanche, l'employeur devait consulter après le CSE, je ne sais plus, le délai, je crois que c'était 15 jours, enfin, là-dessus, je ne m'avancerai pas trop. Donc, on aurait pu garder un peu ce même esprit pour toutes ces mesures actuelles qui concernent la santé, la sécurité, tout le redémarrage des fermiers. Et de fait, c'est comme ça que ça se passe dans nombre d'entreprises. Enfin, il y a deux visions. Moi, je vois qu'il y a deux visions qui sont quasiment opposées. Enfin, quand même, il y a quand même une recherche d'essayer de recueillir les avis des représentants du personnel parce qu'ils sont en contact avec les salariés, une sorte de remontée d'informations, c'est important l'information pour qu'au moins la décision de l'employeur soit partagée par les salariés et que tout le monde aille dans le même bateau. Donc il y a on aurait pu tout à fait envisager des délais quand même un peu plus courts, un peu plus longs plutôt que ces délais extrêmement courts, peut-être un peu raccourcis, avec peut-être une certaine souplesse, laisser l'employeur la possibilité d'anticiper, de prendre en place ces mesures d'urgence, et puis quitte à consulter après le CSE, parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans beaucoup d'entreprises, de toute manière, ce n'est pas en 8 jours que les décisions sont prises, ça évolue jour après jour. De toute façon, on voit le contexte. Hier, on a eu un document du gouvernement qui est sorti sur le protocole de rentrée, etc. Donc, quasiment jour après jour, les choses évoluent. Donc, on ne peut pas avoir une vision un peu réductrice qui vient du gouvernement, qui dit ben voilà, on rend un avis, puis après, c'est terminé. Enfin, c'est un truc qui est complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité. C'est pour ça que c'est assez étonnant. Voilà. Sans compter que, du coup, on met aussi dans le bain la question de l'aspect économique, le volet économique. Et là, si on fait, je sais pas, franchement, sur les aspects économiques, les enjeux sont énormes. Prévoir des consultations en 5 jours, c'est pas. C'est-à-dire que c'est mettre le feu. Donc, voilà. Donc, soit il y aura des accords qui vont être trouvés pour allonger les délais, soit ça risque de se terminer au contentieux. Voilà. Et en sortant sur la partie économique, en sortant le PDV, a priori, du périmètre. Alors, c'est la grande question. Alors, les textes prévoient, enfin, le décret prévoit une exception pour les procédures de licenciement, mais le terme qui est utilisé, les procédures de licenciement économique. Et on sait que les PDV, enfin, il y a les PDV qui vont être mis en place, c'est-à-dire que dans certaines entreprises, les grosses entreprises vont mettre en place des PDV pour éviter de mettre en place formellement des licenciements, mais on sait très bien qu'on va aller vers une réduction d'entreprise, enfin vers une réduction des effectifs, et que si le PDV ne marche pas, on va avoir des licenciements. Donc on est quand même dans le cadre formel, même si on ne le dit pas, on est dans le cadre formel des textes du PSE. Alors les textes tels qu'ils sont rédigés sur le décret parlent de licenciement économique. Ça veut dire qu'un PDV
en théorie, si on s'en tient à une lecture de ce texte, il y a une ambiguïté là-dessus, je pense que ça a été mal rédigé. Ça veut dire que les PDV, normalement, sortent de tout le champ du PSE, donc des délais de PSE qui sont quand même beaucoup plus longs, c'est entre 1 et 4 mois, et on se retrouve avec un délai raccourci de 6 à 8 jours. Alors, à l'évidence, un PDV, dans les grosses entreprises, ça ne peut pas être traité en 6 jours. Donc, je pense qu'en pratique, aucune entreprise va s'amuser à aller balancer un PDV pour que les choses soient bouclées en 6 jours, 6-8 jours, parce que ça va être la guerre qui va être déclarée, ça va être mais bon, en tout cas, d'un point de vue anecdotique, on s'aperçoit qu'il y a quand même une incertitude sur le sujet, parce qu'on peut dire 4 mois, mais peut-être que du coup, ça ne sera pas 4 mois, peut-être que certains employeurs vont dire, bon, bah, vous avez 3 semaines pour rendre votre avis, et si vous n'êtes pas content, de toute façon, en principe, c'est 6 jours. Donc là-dessus, il y a une ambiguïté qui est inquiétante. Entendu. Sinon, pour revenir sur les délais, on tourne autour de ça, mais la place de l'expertise, le recours à l'expertise dans le cadre de délais, une expertise qui est dans le cadre de projets importants, sous-entendu cofinancement, ça pose quoi comme question sur la capacité des élus à recourir à l'expertise avec un délai qui est un petit peu rallongé, mais ça augure de quoi? Alors, sur cette question, bon, on est sur des expertises projets importants, en principe, sauf si on se situe dans le cadre où l'employeur envisage, par exemple, c'est une hypothèse d'école, parce que je ne vois pas un seul employeur qui s'amuserait à jouer à un tel jeu. Imaginons un employeur qui décide de faire revenir tout le monde comme avant à 9 h du matin sur des open space. Bon, là, c'est l'expertise pour risque grave direct. Puisqu'une telle décision, s'il n'y a aucun volet de prévention, aucune réflexion sur toutes les déclinaisons qu'il convient de faire face à cette épidémie. Voilà. Mais de manière globale, on est quand même sur un employeur qui va venir voir les représentants du personnel, qui va leur dire, bon, j'y réfléchi, voilà, voici un document de 50 pages, 60 pages, enfin ça dépend, et voilà comment je vois les choses, par exemple sur le temps de travail, les arrivées échelonnées, comment je vois le travail, les réunions, ça va être pas plus de 2 personnes, etc. Donc c'est un document. Voilà. Et face à ce document, il y a, le CSE peut désigner un expert. Dans ce cas-là, on se situe effectivement dans le cadre du projet important, c'est-à-dire qu'il y a un cofinancement par le CSE, à hauteur de 20%. Bon. Comment ça se passe en pratique? Enfin, soit il y a un échange direct entre les représentants du personnel et l'employeur, soit les deux se mettent d'accord, voilà, grosso modo, pour faire appel à un expert. Ce qui peut aussi permettre de dédouaner un peu l'employeur et de sécuriser un peu son plan de retour. Aussi qui peut jouer éventuellement le rôle pas de médiateur, mais d'intervenant pour dire, ben voilà, pour concilier les parties sur un plan de retour. Voilà. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est-à-dire qu'une fois encore, on est un peu déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que venir dire qu'une expertise, concrètement, c'est-à-dire que si le délai de consultation est de 11 jours, en pratique, on en retirage 2 jours de convocation, un jour l'expert pour qu'il envoie sa liste, envoyer sa liste en une journée, c'est quasiment réaliste, un jour pour que l'employeur transmette à l'expert tous les documents, ce qui est complètement hors sol, comme on pourrait dire. Ça n'arrive pas, ça n'arrivera jamais d'ailleurs. Bon. En pratique, imaginons qu'on arrive quand même à faire ça, ça veut dire qu'il y a 8 jours pour que l'expert fasse son expertise. C'est réaliste. Vous imaginez un expert qui va aller dans les locaux, qui va essayer de comprendre comment les salariés travaillent et qui va rendre son rapport en 8 jours. C'est pas possible. Donc, voilà, on a l'impression, on retrouve le côté, ce que j'appelle la politique Excel, c'est-à-dire qu'on a quelques personnes qui sont derrière leur tableur, on se demande d'où est-ce qu'ils sortent au ministère du Travail. Alors, est-ce que ça leur a été soufflé par le MEDEF? Je ne sais rien. Enfin, à mon avis, si ce n'est pas par le MEDEF, c'est une branche ultra dure du MEDEF. Parce que Dieu merci, il y a quand même certains qui sont quand même beaucoup plus, qui ont une vision. Mais c'est clair qu'un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on considère que le CSE n'a aucun rôle à jouer. Et c'est, voilà. Donc, concrètement, ça ne sert à rien parce que dans les entreprises où il y a un dialogue social intelligent,
ce texte va être jeté à la poubelle et on va discuter. D'ailleurs, c'est déjà le cas, parce qu'il y a déjà eu des échanges hier. Quelques clients qui m'ont dit, de toute façon, nous, on a appelé l'employeur. Bien évidemment, on est sur un processus au long cours qui évolue jour après jour. Donc, on est même plus dans le champ de la consultation. C'est-à-dire qu'on fait simplement, on dialogue, on échange, etc. Et la vie, du coup, dans une telle situation comme ça, on est complètement un peu en mode projet, c'est-à-dire qu'on évolue jour après jour. La vie, ça n'a plus aucun sens sur cet aspect conditions de travail. C'est au contraire un dialogue qui doit se poursuivre. Voilà. Alors après, il y a le volet économique. Là, c'est autre chose. Là, c'est effectivement assez inquiétant. Ok. Alors justement, par rapport, ok, bien faire la distinction avec le volet économique qui n'est pas forcément super bien cadré dans le décret, bien délimité. Et pour rebondir sur le côté projet important, dans quelle mesure, dans le prolongement de ce que tu dis, dans quelle mesure on aurait pu aller dans une logique quelque part de logique d'information, consultation permanente, avec plus ces notions d'avis et avec voilà, enfin, de sortir de cette notion de phase d'information, consultation ponctuelle qui se superposent les unes, enfin qui se succèdent les unes après les autres. Dans quelle mesure c'était peut-être le moment de dépasser ça? En pratique, au niveau des entreprises, il y a deux attitudes. Il y a la première attitude de dialogue que j'évoquais à l'instant. Il y a une autre attitude qui peut être beaucoup plus dure, qui est bon, on met en place telle ou telle mesure, et puis après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça, et voilà. Donc après, c'est le juge. Hein. Dans ce cas-là, ça peut aller jusqu'au juge, ce qui n'est pas toujours évident parce que on voit dans l'affaire Amazon quand même, où c'est le juge in fine qui a tranché, qui est un peu bloqué. Dans le dossier, dans l'affaire Amazon, on a aussi les salariés qui eux, n'ont pas toujours le même peuvent aller à l'encontre des syndicats en disant nous on veut travailler et peu importe si on met notre santé en risque, on veut d'abord sauvegarder l'outil de production parce qu'il peut y avoir un discours de l'employeur qui n'est pas forcément d'ailleurs complètement irréaliste, complètement délirant, qui dit si on ne démarre pas maintenant, on est mort, quoi. Donc il y a certaines usines, par exemple, j'ai un exemple en tête, où il y a une chaîne de production où les salariés travaillent, ils ne peuvent pas respecter le délai d'un mètre 50, puisqu'ils sont amenés à certains moments à travailler l'un à côté de l'autre. Et les masques, c'est pas toujours évident de porter les masques tout le temps. Donc, ils ont démarré et les interlocuteurs qui étaient loin d'être, enfin, qui étaient des syndicalistes qui faisaient leur job, qui faisaient vraiment, voilà. On dit, on peut pas non plus bloquer, on est obligé de redémarrer. On sait qu'on n'est pas dans les clous, que les mesures, les distances sont pas respectées, mais d'un autre côté, il faut qu'on démarre l'entreprise. Donc, c'est pas forcément facile comme choix. Ouais, mais pour autant, on redémarre, mais on continue à parler. Il y a toujours le processus d'information-consultation qui se perdure, et il y a des traces qui restent, des échanges qui restent, qui pourront servir, enfin, qui laisseront des traces. Il y a des traces qui restent. Après, il y a toujours ces échanges qui doivent être poursuivis, mais dans l'autre exemple, le deuxième exemple que je citais, bon, il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup des choses qui ont été faites, mais il y a un moment où on s'est dit c'est plus possible, donc on ne pourra pas modifier. Alors logiquement, normalement, dans cette situation, si on prend les déclinaisons de tous les risques de 4121-2 du Code du travail, bon, lorsqu'on ne peut pas éviter les risques, lorsqu'on ne peut pas prendre les mesures, etc., nécessaires, bon, il ne reste plus que le pays, c'est-à-dire le masque. Et même le masque, ce n'est pas forcément évident de porter un masque. Pourtant, c'est comme ça. En principe, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais dans ce cas particulier, le dialogue avait été quasiment épuisé et bon, il y avait encore quelques points, voilà, mais à un moment, l'employeur était allé de manière brusque. Et dans d'autres cas, par exemple les cas dans les bureaux, etc., bon, là, on a un dialogue très souvent qui se poursuit, qui se fait sur la longueur. Alors peut-être qu'on aurait pu, c'est toujours facile de critiquer, c'est toujours plus facile de critiquer que de construire, mais le texte aurait peut-être mérité un peu plus de souplesse. Je pense que sur les mesures économiques, c'était peut-être pas la peine on aurait peut-être pu d'abord pu faire une distinction entre les aspects économiques et les aspects
des aspects purement santé-sécurité, puisque là, c'est quand même assez clair. Et sur l'aspect purement santé-sécurité, préciser que l'employeur est en droit de mettre en place les mesures urgentes qui s'imposent dans le cadre de son obligation de prévention, quitte à recueillir dans les meilleurs délais l'avis du CSE, par exemple. On aurait pu faire quelque chose comme ça, une sorte d'obligation, parce que de toute façon, c'est sûr que si on a un employeur de bonne foi qui agit pour faire passer l'urgence, il ne va pas aller devant le pénal. De toute façon, devant le pénal, maintenant, c'est plus qu'une amende. Donc voilà, c'est avant tout une notion de bonne foi. Et c'est pour ça que ce texte, c'est un peu comme si on avait un éléphant qui est rentré dans un magasin de porcelaine, quoi, qui casse tout. Et voilà, c'est un peu un truc de bourrin. Pour dire les choses Bon, on va terminer sur cette belle image, Samuel. Il y aurait matière à dire, bon, on pourra prolonger. De toute façon, merci à toi merci. et bonne journée. Toi aussi. Allez, à bientôt. à bientôt.